En rentrant du travail, j'ai trouvé ma maison vendue. Mon beau-père a ricané, valise à la main, partant pour un voyage VIP avec mon argent. Je l'ai laissé s'envoler, mais son retour ne se passera pas comme prévu. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 28 ans et je vis en France. Je suis arrivé dans mon allée, complètement épuisé. Je venais de passer 3 semaines éreintantes en déplacement pour mon travail d'ingénieur en structure. Tout ce que je voulais, c'était mon propre lit et une douche chaude en silence. Mais lorsque mes phares ont éclairé la pelouse, j'ai pilé net. Mon cœur s'est littéralement arrêté dans ma poitrine. Il y avait un panneau planté dans l'herbe. Un panneau rouge vif indiquant un vendu. J'ai cru que j'hallucinais. J'ai cligné des yeux, mais il était toujours là. C'était ma maison. Mon nom était sur l'acte de propriété. Je ne l'avais pas mise en vente. Je n'avais parlé à aucun agent immobilier. J'ai laissé la portière de ma voiture ouverte et j'ai couru jusqu'au perron. Ma clé ne tournait pas dans la serrure. La serrure avait été changée. J'ai martelé le bois jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Mon beau-père, Richard Leclerc, se tenait là, un rouleau de ruban adhésif à la main. Il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait juste l'air agacé que je l'interrompe. « Richard » ai-je suffoqué, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un panneau sur ma pelouse ?» Il a haussé les épaules comme s'il expliquait la météo à un enfant. « Nous l'avons vendu, Amélie. Une fille de ton âge n'a pas besoin d'une si belle propriété. C'est trop pour toi. » Il a souri. Et c'est à ce moment-là que mon monde entier s'est effondré. Mais avant que je vous raconte comment tout a basculé, abonnez-vous et laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 28 ans. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger. Mes pieds semblaient lourds, comme s'ils étaient faits de plomb. J'ai dévisagé Richard. Il s'est remis à scotcher un carton. Mon carton. C'était un carton du garage. Et à l'intérieur, je pouvais voir mes livres. Les livres que j'avais étudiés pour obtenir mon diplôme. Les livres qui m'avaient aidé à devenir ingénieur en structure. Il les jetait dedans comme si c'était des ordures. « Tu ne peux pas vendre ma maison », ai-je dit. Ma voix était basse. Elle ne ressemblait pas à la mienne. Elle est à mon nom, Richard. Uniquement à mon nom. Il n'a même pas levé les yeux. Nous sommes une famille, Amélie. Ce qui est à toi est à nous. Et honnêtement, cette maison, c'est trop de travail pour une femme seule. La pelouse, les gouttières, les impôts. Je t'ai rendu service. J'ai regardé le salon. Ce n'était pas juste un bâtiment pour moi. Cette maison était la seule chose que j'avais jamais vraiment possédée. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Il faut que vous compreniez pourquoi c'était si important. Il faut que j'explique qui est Richard et ce que ma mère est devenue quand elle l'a épousé. Mon père est mort quand j'étais très jeune. Il n'y avait que ma mère et moi pendant longtemps. Nous avons eu des difficultés. Nous changions d'appartement chaque année. Je n'ai jamais eu de chambre que je pouvais peindre. Je n'ai jamais eu de jardin. Je me suis promis à l'âge de 10 ans qu'un jour, j'achèterais une maison que personne ne pourrait m'enlever. J'ai travaillé dur. Je ne suis pas allé aux soirées étudiantes. J'ai étudié pour devenir ingénieur. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai économisé chaque euro. Quand j'ai acheté cette maison il y a 3 ans, j'ai pleuré. Je me suis assise sur le sol vide du salon et j'ai pleuré parce que j'avais enfin une clé qui m'appartenait. Et puis il y a eu Richard. Ma mère l'a épousé il y a 10 ans. Richard est un homme qui adore s'écouter parler. Il est grand, bruyant et pense qu'il est la personne la plus intelligente dans chaque pièce. Dès le jour où il a emménagé, il m'a traité comme une employée qu'il ne pouvait pas licencier. Il n'a jamais respecté mon travail. Quand j'ai eu mon diplôme, il a dit « C'est bien, ma chérie. Tu pourras peut-être trouver un mari riche maintenant. » Quand j'ai eu ma première grosse promotion, il a dit qu'il devait probablement remplir un quota de diversité. Il m'a toujours fait me sentir petite. Il appelait ça des taquineries. Il disait que j'étais trop sensible. Si je me mettais en colère, ma mère accourait. Elle me touchait le bras et me chuchotait, « Amélie, s'il te plaît, ne commence pas une dispute. Il t'aime. Il plaisante, c'est tout. » Alors, j'ai appris à me taire.
J'ai appris à encaisser. Mais cette maison était mon refuge. C'était le seul endroit où Richard n'avait aucun pouvoir. Il ne payait pas le prêt immobilier. Il ne tondait pas la pelouse. Il ne choisissait pas les couleurs de la peinture. C'était à moi. Je me souviens du jour où j'ai signé l'achat de la maison. Richard s'était moqué de moi. « Tu vas te noyer sous les dettes », avait-il dit. « Tu ne connais rien à l'immobilier. Tu n'es qu'une gamine qui joue à la marchande. » Je lui ai prouvé qu'il avait tort. Je payais mes factures en avance. J'ai réparé le toit moi-même. J'ai construit la terrasse dans le jardin de mes propres mains. Chaque clou dans cette maison représentait ma liberté vis-à-vis de lui. Et maintenant, il se tenait dans mon salon, en train de mettre ma vie en carton, en me disant qu'il l'avait vendue. « Richard », ai-je dit, en entrant complètement dans la pièce. « Pose ce ruban adhésif. » Il a gloussé. C'était un son sec et grinçant. « Ne sois pas dramatique, Amélie. C'est fait. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. Tu dois être parti d'ici dimanche. » Dimanche, ai-je hurlé. Le son s'est arraché de ma gorge. Je vis ici. Où suis-je censé aller? Ta mère et moi en avons discuté, a-t-il dit calmement. Tu peux trouver un bel appartement en centre-ville, quelque chose de plus petit, de plus gérable. Tu travailles tout le temps de toute façon. Pourquoi as-tu besoin de 3 chambres? Il est passé devant moi pour prendre une autre pile de mes livres. Il m'a frôlé l'épaule et j'ai ressenti une vague de nausée. Il agissait comme s'il était l'adulte et que j'étais une enfant en pleine crise de colère. Je ne pars pas, ai-je dit. Tu n'as pas le choix, a-t-il répliqué. Les papiers sont signés. L'argent a été transféré. C'est une affaire conclue. J'ai senti la pièce tourner. Quel argent? Ai-je demandé. Si tu l'as vendu, où est l'argent? Il a marqué une pause. Pour la première fois, il a eu l'air un peu fuyant. Il a ajusté son col. Nous parlerons des finances plus tard. Pour l'instant, nous devons faire les cartons. J'ai regardé les murs. Je les avais peints d'un gris doux l'été dernier. J'ai regardé la cheminée. J'avais ramoné le conduit moi-même. J'ai regardé les lattes du plancher. Je savais laquelle grinçait près de la fenêtre. Cette maison était ma stabilité. C'était la preuve que j'étais une adulte capable. C'était la preuve que je n'avais pas besoin de lui. Richard a toujours détesté le fait que je n'ai pas besoin de lui. Il voulait être le pourvoyeur, l'homme de la maison. Mais il était très mauvais avec l'argent. Il courait toujours après des opportunités d'investissement qui échouaient. Il empruntait constamment de l'argent à ma mère. Il conduisait une voiture en leasing qu'il ne pouvait pas se permettre. Il détestait que sa belle-fille, l'ingénieur en structure, ait plus de patrimoine que lui. Tu as fait ça pour me blesser, ai-je murmuré. J'ai fait ça pour aider la famille, a-t-il répliqué sèchement. Tu es si égoïste, Amélie. Tu penses toujours à toi. Ma maison, mon diplôme, mon travail. Nous sommes une famille. On partage. On ne partage pas mon nom sur un acte de propriété, ai-je crié. Ce n'est qu'une maison, a-t-il dit, agitant la main avec mépris. Des briques et du bois. Tu pourras en acheter une autre un jour. Peut-être quand tu te seras vraiment installé et marié. L'insulte a parfaitement atterri. Il savait que j'étais célibataire. Il savait que je me concentrais sur ma carrière. Il l'utilisait comme une arme pour dire que je n'étais pas encore une vraie femme. J'ai regardé le carton de livres. Il avait plié la couverture de mon manuel d'ingénierie préféré. Cela semblait anodin, mais ça m'a brisé. Il ne se souciait pas de mes affaires. Il ne se souciait pas de mon travail acharné. Il ne voyait que des signes d'euros. J'ai alors réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de la maison. Il s'agissait de contrôle. Pendant 10 ans, j'avais construit une vie hors de son contrôle. J'avais réussi. J'étais devenue indépendante. Et il ne pouvait pas le supporter. Alors, il a attendu que je sois parti. Il a attendu que je sois à 3 régions de là, à travailler 12 heures par jour sur l'inspection d'un pont. Il a attendu que je sois trop occupé pour vérifier mon courrier ou répondre à mon téléphone. Et puis il m'a volé ma vie. J'ai senti un froid glacial se répandre dans ma poitrine. Ça a commencé dans mon estomac et s'est monté jusqu'à ma gorge. Ce n'était pas seulement de la colère.
La colère est chaude. C'était différent. C'était de la glace. Sors, ai-je dit. Pardon, a-t-il ri. Sors de ma maison, ai-je dit. Tout de suite. Je t'aide à faire tes cartons, a-t-il dit en se moquant. Tu devrais me remercier. Je vais appeler la police, ai-je dit. Il s'est figé. Il m'a regardé, étudiant mon visage. Il cherchait la petite fille qui pleurait quand il criait. Il cherchait l'adolescente qui cédait pour maintenir la paix. Il ne l'a pas trouvée. Tu n'oserais pas, a-t-il dit. Pense à ta mère. Ça la tuerait. Où est maman, ai-je demandé. Elle est déjà à l'aéroport, a-t-il dit en regardant sa montre. Elle m'attend. Nous avons un vol à prendre ce soir. Un vol? Pour l'Italie, a-t-il dit, un sourire suffisant revenant sur son visage. Nous avons toujours voulu y aller. Première classe, hôtel 5 étoiles, une vraie deuxième lune de miel. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Mon estomac s'est noué. Tu as vendu ma maison pour partir en vacances. Pour financer notre retraite, a-t-il corrigé. Et oui, pour profiter un peu de la vie. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. C'est notre tour. J'ai regardé cet homme. Il portait un polo qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Il avait une montre en or au poignet, et il venait de vendre mon sanctuaire pour payer un voyage en Italie. Sors, ai-je répété. Il a levé les yeux au ciel. Très bien. Je dois aller à l'aéroport de toute façon. Les déménageurs viennent demain à 8 heures. Sois prête. Il a laissé tomber le rouleau de ruban adhésif sur la table. Ça a fait un bruit sourd. Il est passé devant moi, me heurtant à nouveau l'épaule intentionnellement. Il est sorti par la porte d'entrée et ne l'a même pas refermée derrière lui. Je suis resté seul dans le couloir. Le vent soufflait par la porte ouverte. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. J'étais seul. Ma maison était vendue. Mes affaires étaient dans des cartons. Et la seule famille que j'avais s'envolait pour l'Europe avec mon argent. Je n'ai pas fait mes bagages. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine pendant 4 heures à fixer le mur. Mon téléphone était dans ma main. J'avais appelé ma mère 12 fois. C'est tombé directement sur sa messagerie à chaque fois. Elle avait éteint son téléphone. Elle savait. Elle savait exactement ce qui se passait et elle avait choisi de m'ignorer. Finalement, à 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'elle. Amélie, ma chérie, Richard m'a dit que tu es contrariée. S'il te plaît, ne sois pas si dramatique. Nous sommes sur le point de décoller. On en parlera à notre retour dans un mois. C'est pour le mieux. On t'aime. J'ai fixé l'écran. Ne sois pas si dramatique. C'est pour le mieux. J'ai rappuyé sur le bouton d'appel. Cette fois, ça a sonné. Elle avait dû le rallumer pour vérifier un message. Allô. Sa voix semblait faible et lointaine. Je pouvais entendre des annonces de l'aéroport en fond sonore. Maman, ai-je dit, ma voix était rauque. Maman, dis-moi que tu ne savais pas. Il y eut une pause, un long et lourd silence. Amélie, a-t-elle soupiré. Tu dois comprendre. Richard a été très stressé. Nous en avions besoin. Les affaires ne vont pas bien. Les affaires, ai-je demandé. L'entreprise de conseil de Richard. Maman, ce n'est pas mon problème. Vous avez vendu ma maison. C'est l'argent de la famille, ma chérie, a-t-elle dit. Sa voix a pris ce ton suppliant qu'elle utilisait toujours quand elle le défendait. Nous sommes une unité. Quand l'un de nous réussit, nous réussissons tous. Quand l'un a besoin d'aide, nous aidons tous. Je n'ai pas accepté d'aider, ai-je crié. Je n'ai pas accepté de vendre ma maison. J'étais au travail. J'étais à des milliers de kilomètres. Baisse la voix, a-t-elle sifflé. Les gens nous regardent. Je m'en fiche. Je pleurais maintenant. Des larmes chaudes coulaient sur mon visage. Comment as-tu pu faire ça? C'est moi qui l'ai construite. Moi, pas Richard, pas toi. Tu es égoïste, a-t-elle dit froidement. Nous t'avons élevé. Nous avons payé ton appareil dentaire. Nous avons payé tes vêtements. J'ai payé mes études, ai-je rétorqué.
J'ai payé ma voiture. J'ai payé cette maison. Je subviens à mes besoins depuis l'âge de 18 ans parce que Richard ne voulait pas me donner un centime. Richard t'aime, a-t-elle dit de manière robotique. Il veut juste ce qu'il y a de mieux. Il a dit que le marché allait s'effondrer. Il a dit que si nous ne vendions pas maintenant, tu perdrais tout. Il t'a sauvé, Amélie. Il t'a menti. Le marché va bien. Il voulait l'argent liquide. Eh bien, c'est fait, a-t-elle dit. Les papiers sont signés. Je ne les ai pas signés, ai-je hurlé. Richard s'en est occupé. Il a une procuration ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas les détails. Amélie, je ne suis pas avocate. Arrête d'essayer de me gâcher ça. C'est le voyage de mes rêves. Ne peux-tu pas être heureuse pour moi, juste une fois? J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Heureuse pour elle. Elle s'envolait pour l'Italie en utilisant le capital de ma maison, me laissant sans abri, et elle voulait que je sois heureuse pour elle. Maman, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Si tu montes dans cet avion, ne reviens pas vers moi. Ne m'appelle pas, oh, arrête, a-t-elle dit. Tu es juste émotive parce que tu es fatiguée. Va dormir. On te rapportera un joli sac en cuir de Florence. Je suis sérieuse. C'est fini. C'est la fin. Le vol 809 à destination de Rome est maintenant à l'embarquement, a dit une voix dans le haut-parleur en arrière-plan. Je dois y aller, a-t-elle dit. Je t'aime. Au revoir. La communication a été coupée. Je suis restée assise là, dans le silence de ma cuisine. J'ai regardé autour de moi. C'était la cuisine où j'avais appris à cuisiner des pâtes. C'était la cuisine où je buvais du café chaque matin en regardant le soleil se lever sur le jardin que j'avais planté. Ils l'ont prise. Ils l'ont prise comme si ce n'était rien. Je me suis levée. Je me sentais chancelante. Je devais constater les dégâts. Je suis allé dans le bureau. Richard y avait aussi fait du rangement. Mon classeur était ouvert. Des papiers étaient partout. J'ai commencé à chercher les documents de vente. Si la maison était vendue, il devait y avoir des papiers. Richard était négligent. Il était arrogant, ce qui signifiait qu'il faisait des erreurs. J'ai trouvé un dossier sur le bureau intitulé « Vente maison ». Je l'ai ouvert. Il y avait les documents de clôture, l'acte de transfert, le remboursement du prêt. J'ai regardé le prix. Il l'avait vendu pour 650 000 €. Je devais 150 000 € sur le prêt immobilier. Cela signifiait qu'il y avait 500 000 € de capital, un demi-million. J'ai tourné à la page de la répartition des fonds. L'argent n'était pas allé sur mon compte. Il avait été viré sur un compte joint. Richard et Linda Leclerc. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber le papier. Ils m'avaient volé un demi-million d'euros. J'ai regardé la date de la vente. Elle avait été conclue il y a 3 jours. Il y a 3 jours, pendant que j'inspectais un pont sous la pluie, Richard signait à ma place et prenait les économies de ma vie. Je devais partir. Je ne pouvais pas rester ici. On aurait dit une scène de crime. J'ai attrapé mon sac à main. J'ai attrapé le dossier de documents. J'ai pris quelques vêtements de rechange et les ai fourrés dans un sac de sport. Je n'ai pas pris les cartons que Richard avait faits. Je n'ai pas pris les meubles. J'ai juste pris ce que je pouvais porter. Je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai regardé le panneau vendu une dernière fois. J'ai eu envie de le renverser d'un coup de pied, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas donner aux voisins de quoi parler. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste roulé jusqu'à ce que la maison soit loin derrière moi. Je me suis garé sur le parking d'un motel en périphérie de la ville. C'était un endroit bon marché avec des néons clignotants. C'était bien loin de ma belle maison de 3 chambres. J'ai pris une chambre. Elle sentait le renfermé, la cigarette froide et le nettoyant au citron. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai rouvert le dossier. J'ai fixé la ligne de signature sur l'acte de propriété. Amélie Dubois. Ça ressemblait à mon écriture. Il y avait la même boucle sur le A, la même inclinaison. Si on ne me connaissait pas, on aurait pu penser que j'avais signé, mais je savais. Je savais que j'étais à 800 km de là ce jour-là. Il s'était entraîné. Il s'était entraîné à imiter ma signature jusqu'à ce qu'il la maîtrise.
Ce n'était pas une décision impulsive. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Il planifiait ça depuis des mois. Il a probablement commencé à le planifier dès que je suis parti pour mon déplacement professionnel. J'ai ressenti une vague de nausées. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Je me suis lavé le visage dans le lavabo. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Ma peau était pâle. J'avais l'air d'une victime. Richard voulait que je sois une victime. Il voulait que je sois la petite fille qui pleure et qui a besoin de sa maman. Il voulait que je sois brisé pour qu'il puisse se sentir grand. J'ai essuyé mon visage avec une serviette rêche. Non, ai-je dit au miroir. Je suis retourné dans la chambre. J'ai pris mon téléphone. Je n'allais pas rappeler ma mère. Je n'allais pas appeler Richard. J'ai cherché un nom dans mes contacts. Samuel Rousseau. C'était un vieil ami de l'université. Il a fait des études de droit pendant que j'étudiais l'ingénierie. Nous ne nous étions pas parlé depuis un an, mais je savais qu'il était avocat en droit immobilier. Il était maintenant 3 heures du matin. Je lui ai envoyé un texto. J'ai besoin d'aide. C'est une urgence. Appelle-moi dès que tu te réveilles. Je me suis allongé sur le lit bosselé du motel. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé les pales du ventilateur de plafond tourner en rond, tout comme mes pensées. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils s'envolaient pour l'Italie pour vivre la belle vie avec mon argent. Ils pensaient que j'allais simplement me laisser faire parce que la famille, c'est la famille. Mais ils avaient oublié une chose. Je suis une ingénieure en structure. Mon travail consiste à trouver les fissures. Mon travail consiste à trouver les points faibles d'une structure et à les exposer avant que tout ne s'effondre. Richard avait construit un mensonge, et j'allais trouver la fissure qui ferait s'écrouler tout le château de cartes sur sa tête. Le lendemain matin, le soleil était trop vif. Il me faisait mal aux yeux. J'ai bu le café infâme du motel et j'ai attendu que Samuel appelle. Il a appelé à 7h15. Amélie, tout va bien? Sa voix était pâteuse de sommeil, mais inquiète. Non, ai-je dit. Samuel, j'ai besoin de te voir aujourd'hui, tout de suite. J'ai une réunion à 9h, mais... Richard a vendu ma maison, les jeux interrompus. Il a vendu ma maison pendant que j'étais absente. Il a imité ma signature. Il a pris tout l'argent et il est parti en Italie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Viens à mon bureau, a dit Samuel. Sa voix était complètement différente maintenant. Nette, professionnelle. 8 heures apporte tout ce que tu as. Je suis arrivé à son bureau à 7h50. Samuel avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs. Il avait des lunettes maintenant et portait un costume qui lui allait parfaitement. Il m'a fait entrer dans une salle de conférence et a fermé la porte. J'ai posé le dossier sur la table. Voilà ce que j'ai trouvé. Samuel l'a ouvert. Il n'a pas parlé. Il a juste tourné les pages. Ses yeux parcouraient le texte rapidement. Il s'est arrêté à la page des signatures. Il l'a regardé, puis a regardé un document que je lui avais signé des années auparavant, une décharge pour un voyage au ski que nous avions fait. Il a comparé les signatures. C'est bon, a dit Samuel doucement. C'est une très bonne imitation, mais ce n'est pas parfait. J'étais en Bretagne, ai-je dit. J'ai des reçus d'hôtel. J'ai des fiches de travail. J'ai des témoins. Je n'étais physiquement pas dans la région quand ça a été signé. Samuel a hoché la tête. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Amélie, a-t-il dit, est-ce que tu comprends ce que c'est? Il a volé ma maison, ai-je dit. C'est plus que ça, a dit Samuel. Il s'est penché en avant. C'est une fraude au prêt immobilier. C'est une fraude par virement bancaire. C'est un vol qualifié. C'est un faux et usage de faux. Ce ne sont pas de simples litiges civils. Ce sont des délits graves. Si nous poursuivons cette affaire, Richard ne devra pas seulement te rembourser. Il ira en prison. Je l'ai dévisagé. Prison? J'ai pensé à Richard. J'ai pensé à son sourire suffisant. J'ai pensé à lui jetant mes livres dans un carton. J'ai pensé à lui me traitant d'égoïste. Il a tout pris, ai-je dit. Il ne m'a rien laissé. Je sais, a dit Samuel, mais je dois être sûr. Si nous déposons une plainte,
La police s'en mêlera. La brigade financière pourrait s'en mêler à cause du virement. Ça détruira aussi la vie de ta mère. Elle est mariée avec lui. Ses avoirs seront gelés. Elle pourrait être considérée comme complice. Ma mère. J'ai pensé à sa voix au téléphone. Ne sois pas si dramatique. On le mérite. Elle savait. Peut-être qu'elle ne connaissait pas les détails juridiques, mais elle savait qu'il vendait ma maison et prenait l'argent, et elle ne l'a pas arrêté. Elle est montée dans l'avion. Elle a choisi le voyage en Italie plutôt que sa propre fille. Elle a fait son choix, ai-je dit, ma voix était ferme. Fais-le. Samuel a hoché la tête. D'accord. Première étape, nous déposons une inscription de litige sur la maison. Cela empêche la vente d'être finalisée, ou si elle l'est, cela avertit les nouveaux acheteurs que la propriété est contestée. On va grever le titre de propriété. Ensuite, nous déposons une plainte à la police. Est-ce qu'on peut récupérer l'argent, ai-je demandé. S'il le dépense, c'est plus difficile, a dit Samuel. Mais nous pouvons geler ses autres avoirs. Nous pouvons mettre une saisie sur tout ce qu'il possède. Nous pouvons nous assurer qu'il ne pourra pas acheter un chewing-gum sans qu'on le sache. Fais-le, ai-je répété. Nous avons passé les 3 heures suivantes à rédiger des déclarations sous serment. J'ai dû revivre chaque instant. J'ai dû écrire exactement ce que Richard avait dit. J'ai dû imprimer mon planning de travail. J'ai dû fournir mes relevés bancaires montrant que l'argent n'était jamais arrivé. À midi, j'avais la tête qui battait. Il y a autre chose, a dit Samuel. Il regardait les antécédents financiers de Richard sur son ordinateur. J'ai fait une recherche rapide dans les registres publics sur Richard et il a 3 saisies contre lui d'anciens partenaires commerciaux. Il a été poursuivi il y a 2 ans pour rupture de contrat. Amélie, ce type est fauché. Sur le papier, il n'a presque rien. Il fait semblant d'être riche, ai-je dit. Il vit à crédit. Il est en train de se noyer, a dit Samuel. C'est pour ça qu'il a vendu ta maison. Il avait besoin de l'argent pour payer ses dettes. Ou peut-être qu'il est juste en train de fuir. Le voyage en Italie, ce n'est peut-être pas des vacances. C'est peut-être une fuite. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tu penses qu'il ne reviendra pas? Je pense qu'un homme qui commet un délit grave pour obtenir un demi-million d'euros ne prévoit pas de rester pour faire face aux conséquences, a dit Samuel. Il est en fuite, ai-je murmuré. Il utilise mon argent pour s'enfuir. Nous devons agir vite, a dit Samuel. J'appelle un de mes amis au bureau du procureur. Nous devons obtenir un mandat. Je suis sorti du bureau de Samuel en me sentant différente. Quand je suis entré, j'étais une victime. J'étais une fille qui avait perdu sa maison. Maintenant, j'étais un témoin. J'étais l'accusatrice. Je suis monté dans ma voiture. Je devais retourner au travail. Je ne pouvais pas simplement arrêter de vivre. J'ai conduit jusqu'au bureau d'études. Je suis entré, portant les mêmes vêtements que la veille. Mon patron, David, m'a regardé. Amélie, tu as l'air. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. J'ai juste besoin de me concentrer sur le travail. Je me suis assise à mon bureau. J'ai fixé les plans d'un nouveau parking. Ligne, angle, charge, point de contrainte. Ma vie était une structure qui s'était effondrée, mais je savais comment construire et je savais comment démolir. Richard pensait qu'il était la boule de démolition. Il avait tort. J'ai pris mon stylo. Ma main ne tremblait plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'humiliation. Dans une petite ville, on ne peut pas garder de secret. Le panneau vendu était sur ma pelouse. Les déménageurs étaient venus et repartis. Richard les avait engagés pour mettre mes affaires dans un garde-meuble. Dieu merci, il ne les avait pas jetées, mais il ne m'avait pas dit où elles étaient. Je vivais au motel. J'ai dû acheter de nouveaux sous-vêtements chez Carrefour. Les gens ont commencé à parler. J'ai croisé Vanessa à l'épicerie. Vanessa était sortie avec mon petit ami du lycée. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle avait toujours pensé que j'étais snob parce que je me souciais de mes études. Amélie, a-t-elle crié en me faisant un signe depuis le rayon des fruits et légumes. J'ai appris la nouvelle. Je me suis figé. Je tenais un panier avec une miche de pain et du beurre de cacahuète. Quelle nouvelle? À propos de ta maison,
a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. J'ai vu le panneau. Richard a dit à ma mère que vous aviez dû vendre parce que tu ne pouvais pas payer les mensualités. C'est tellement triste. Mon visage a brûlé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Oh, ce n'est pas grave, a-t-elle dit en me touchant le bras avec une fausse sympathie. C'est dur d'être une femme seule dans cette économie. Mon mari et moi disions justement que c'était vraiment ambitieux de ta part d'essayer de posséder une maison comme ça avec un seul revenu. C'est mieux ainsi. Tu peux trouver un bel appartement. Je ne l'ai pas vendu parce que je suis fauché, Vanessa, ai-je dit, les dents serrées. Bien sûr, a-t-elle dit en me faisant un clin d'œil. Comme tu voudras. Et, j'ai vu les photos de ta mère sur Instagram. L'Italie a l'air incroyable. Au moins, il s'amuse, non? Elle s'est éloignée avec un sourire narquois. J'ai sorti mon téléphone. Je n'avais pas regardé les réseaux sociaux. J'ai ouvert Instagram. C'était là, le compte de ma mère. Une photo d'elle et Richard tenant des verres de vin devant le Colisée. Légende, la Dolce Vita. Enfin, vivre le rêve avec mon amour. Italie bénie retraite. Une autre photo. Richard dans un costume sur mesure, mangeant un énorme steak. Légende, on se fait plaisir. On le mérite. J'ai regardé les commentaires. Tellement heureux pour vous. Ça a l'air cher. Profitez bien. J'adore vous voir si heureux. Il dépensait mon argent. Il mangeait ma maison. Il buvait mes économies. Et tout le monde les acclamait. J'ai senti un cri monter dans ma poitrine, mais je l'ai ravalé. Mon oncle David m'a appelé ce soir-là. David est le frère de Richard, mais il déteste Richard. Il est expert comptable. Il est calme, sérieux et honnête. Amélie, a-t-il dit, j'ai entendu. Tu savais, ai-je demandé. Non, a dit David. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin, mais je savais qu'il avait des ennuis. Il est venu me voir il y a 2 mois pour me demander un prêt. Je lui ai dit non. Il a vendu ma maison, David. Je sais, a-t-il dit. Samuel m'a appelé. Il a besoin de mon aide pour retracer les actifs afin de prouver la fraude. Tu vas m'aider, ai-je demandé. C'est ton frère. C'est un voleur, a dit David sans détour. Il a volé sa famille. Dans mon livre, ça fait de lui un étranger. Je viens au bureau de Samuel demain. Nous allons éplucher chaque déclaration de revenus, chaque relevé bancaire que je peux trouver. Nous allons l'enterrer. Merci, ai-je murmuré. Ne me remercie pas, a dit David. Promets-moi juste une chose. Quoi? Ne les laisse pas voir que tu saignes. Richard se nourrit du pouvoir. S'il sait que tu souffres, il gagne. S'il sait que tu es en colère, il gagne. Reste silencieuse. Laisse-le penser qu'il s'en est tiré. Laisse-le se détendre. C'est là qu'il fera une erreur. J'ai raccroché. J'ai regardé la chambre du motel. C'était en désordre. Mes vêtements étaient en tas. Ne les laisse pas voir que tu saignes. Je me suis levé. J'ai plié mes vêtements. J'ai fait le lit. J'ai jeté les ordures. Je suis allé travailler le lendemain et je n'ai pas dit un mot sur la maison. Quand les gens me posaient des questions, je souriais simplement et disais, c'est une période de transition. J'ai arrêté de regarder l'Instagram de ma mère. J'ai arrêté de leur envoyer des textos. Je suis devenu invisible. Samuel et David travaillaient en coulisses. Ils étaient les requins qui tournaient dans l'eau. J'étais l'appât. J'ai attendu. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de Richard. Salut, ma grande. J'espère que tu es bien installée. Les pâtes ici sont incroyables. Ta mère a acheté une veste en cuir. On pense prolonger le voyage de 2 semaines. L'Italie nous va bien. À bientôt. Il me testait. Il voulait une réaction. Il voulait que je lui hurle dessus pour qu'il puisse dire à ma mère que j'étais hystérique. Je n'ai pas répondu. J'étais assise dans ma voiture devant le commissariat. Je venais de rencontrer un inspecteur. Il avait le dossier. Il avait les documents falsifiés. Il avait les relevés bancaires montrant le transfert. Nous en avons assez, avait dit l'inspecteur. Nous émettons un mandat d'arrêt.
J'ai regardé à nouveau le texto de Richard. Pensez à prolonger le voyage. Profitant, Richard. Profite des pâtes. Profite du vin. Parce que quand tu atterriras, je serai là à t'attendre. Et je ne serai pas la petite fille dont tu te souviens. J'ai mis la voiture en marche. La pression avait disparu. La peur avait disparu. Maintenant, il n'y avait que le plan. Nous avons transformé la salle de conférence de Samuel en salle de guerre. Ça sentait le café à emporter et le tonneur d'imprimante. Pendant 3 semaines, cette pièce a été ma vie. J'allais travailler la journée. J'inspectais des ponts. Je vérifiais des murs porteurs. Et à 17 heures, je conduisais directement au bureau de Samuel. Mon oncle David était généralement déjà là. Il avait installé son ordinateur portable et 3 moniteurs différents. David était un expert comptable judiciaire. C'était le genre d'homme qui portait des cardigans beiges et parlait d'une voix monotone. Mais quand il regardait une feuille de calcul, c'était un prédateur. Il pouvait sentir un mensonge dans une colonne de chiffres à des kilomètres. Richard n'est pas seulement un voleur, a dit David la 3e nuit. Il est stupide. Que as-tu trouvé, ai-je demandé. Je mangeais un sandwich froid, en regardant une chronologie que nous avions dessinée sur le tableau blanc. Il a déplacé l'argent de la vente de ta maison sur un compte joint, a expliqué David, en pointant une ligne surlignée sur l'écran. C'est le produit net de 480 000 €. Mais regarde ici. 2 jours plus tard, il en a transféré 200 000 € à une SARL appelée Blue Horizon Consulting. Qu'est-ce que Blue Horizon Consulting, ai-je demandé. C'est une société écran, a dit Samuel depuis son coin. J'ai récupéré l'enregistrement. Elle est domiciliée à une boîte postale au Luxembourg, mais le signataire est Richard Leclerc. Il se paie lui-même, ai-je réalisé. Exactement, a dit David. Il essaie de blanchir l'argent. Il le déplace vers la SARL, le déclare comme revenu d'entreprise, puis le dépense. Mais il a fait une erreur. Il a utilisé la même adresse IP pour accéder aux 2 comptes bancaires. Et il a utilisé le nom de jeune fille de ta mère comme question de sécurité. Nous avons continué à creuser. C'était comme tirer sur un fil qui dépasse d'un pull bon marché. Plus nous tirions, plus tout se décomposait. Nous avons découvert que Richard n'avait pas déclaré ses impôts depuis 3 ans. Nous avons découvert qu'il avait contracté un prêt professionnel de 50 000 € au nom de ma mère sans qu'elle le sache. Imitant sa signature tout comme il avait imité la mienne. Nous avons découvert qu'il avait un box de stockage en ville, payé en espèces. Nous devons savoir ce qu'il y a dans ce box, a dit Samuel. Je ne peux pas y entrer légalement, ai-je dit. Non, a souri Samuel. Mais le box est au nom de ta mère, techniquement. En tant que sa fille, si tu as une clé. Je n'ai pas de clé. Mais, a interrompu David, Richard est actuellement en Italie et il a manqué le paiement du box hier. J'ai vu les frais de retard apparaître sur le compte. Je suis allé au centre de stockage. J'ai dit au gérant que j'étais là pour payer la facture de ma mère. J'ai payé les cents 40 € dus. Le gérant, un homme âgé sympathique, m'a remercié. Vous avez besoin d'y déposer quelque chose, a-t-il demandé. En fait, je pense qu'elle y a laissé certaines de mes affaires d'hiver, ai-je menti. Mais je n'ai pas le code. Oh, pas de problème, a-t-il dit. Il a tapé quelque chose sur son ordinateur. Box 404. Le code est 1995. Mon année de naissance. Richard avait utilisé mon année de naissance comme code pour cacher ses secrets. L'ironie m'a donné envie de rire. J'ai ouvert le box. Il n'était pas rempli de vêtements. Il était rempli de dossiers. Des boîtes et des boîtes de dossiers. Et dans un coin, un coffre-fort. Je n'ai pas touché au coffre-fort. J'ai appelé Samuel. Obtenez un mandat, ai-je dit. J'ai trouvé la piste papier. La semaine suivante, nous avons tendu le piège. Samuel a travaillé avec le procureur. Ils ont adoré l'affaire. Ce n'était plus seulement un conflit domestique. C'était un schéma de fraude. C'était criminel. L'inspecteur, un homme nommé Miller, était impressionné. Vous avez fait mon travail à ma place, a-t-il dit. C'est une affaire gagnée d'avance. Nous avons faux et usage de faux, fraude par virement, usurpation d'identité et évasion fiscale. Quand l'arrêtons-nous, ai-je demandé.
Quand il atterrira, a dit Miller. Nous ne voulons pas l'effrayer pendant qu'il est à l'étranger. Nous voulons qu'il revienne en pensant qu'il s'en est tiré. Nous le voulons à l'aise. Alors, j'ai attendu. J'ai continué à aller au travail. J'ai continué à vivre au motel. J'ai gardé chaque reçu. Chaque soir, je vérifiais mon compte en banque, regardant le solde de mon fonds d'urgence diminuer. Je me sentais froide. J'étais une personne émotive. Je pleurais devant les films tristes. J'étais anxieux si je pensais que quelqu'un m'en voulait. Mais cette partie de moi avait disparu. Richard l'avait tué. Maintenant, j'étais juste une machine. J'étais une ingénieure. Je calculais la charge. Je vérifiais l'intégrité structurelle. Et je me préparais pour la démolition. Ma mère m'a envoyé un dernier texto. Amélie, nous rentrons mardi. S'il te plaît, viens dîner. Nous devons nous réconcilier. Richard est prêt à pardonner ton emportement si tu t'excuses. J'ai fixé l'écran. Richard est prêt à me pardonner. J'ai répondu, d'accord, à mardi. Je ne mentais pas. Je les verrai mardi, mais nous ne dînerions pas ensemble. J'ai appelé Samuel. Ils atterrissent mardi, 16 h. Nous sommes prêts, a dit Samuel. J'ai raccroché. Je me suis regardé dans le miroir du motel. J'avais l'air fatigué, mais j'avais l'air forte. Bienvenue à la maison, Richard, ai-je murmuré. Mardi est arrivé. Il pleuvait. Une pluie grise et misérable qui détrempait tout. J'ai pris ma journée de congé. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de courte durée de l'aéroport. Je n'étais pas là pour les chercher. J'étais là pour regarder. Je connaissais leur numéro de vol. Je les suivis sur mon téléphone. Atterri. Je savais qu'il leur faudrait 40 minutes pour passer la douane et récupérer leurs bagages. J'ai visualisé ce qui se passait à l'intérieur du terminal. Richard marcherait le torse bombé, se sentant comme un roi. Il venait de passer un mois en Italie, à dépenser mon argent. Il était probablement bronzé. Il avait probablement acheté un nouveau costume. Ma mère se dépêcherait de le suivre, portant les sacs parce que Richard ne portait pas de sac. Ils iraient au bureau de change. Richard aimait toujours changer son argent liquide immédiatement. Ou peut-être qu'ils iraient au café. J'ai attendu. Mon téléphone a vibré. C'était une notification du service de surveillance de crédit que j'avais mis en place au nom de ma mère. Samuel m'avait aidé à obtenir un accès légal puisque son identité avait été compromise par la fraude. Alerte. Transaction refusée. Starbucks Terminal 4. Ça avait commencé. Samuel avait déposé les ordonnances du tribunal à 9 h ce matin-là. Chaque compte au nom de Richard était gelé. Les comptes joints, les comptes professionnels, même les cartes de crédit. Je pouvais imaginer la scène. Richard tendant sa carte Platinum. Le barista l'essayant. Le petit bip. Refusé. Richard rirait. Il dirait, réessayer. C'est une carte Platinum. Elle essaierait à nouveau. Refusé. Il se mettrait en colère. Il sortirait une autre carte. Refusé. Il sortirait sa carte de débit. Refusé. J'étais assise dans ma voiture, écoutant la pluie frapper le toit. C'était le plus beau son du monde. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il a sonné à nouveau immédiatement. C'était Richard qui appelait. J'ai laissé aller sur la messagerie. Ils étaient coincés. Ils n'avaient pas d'argent liquide. Leur carte ne fonctionnait pas. Ils ne pouvaient même pas payer un taxi pour rentrer chez eux. Et ils n'avaient pas de maison où aller. Ils avaient vendu ma maison en pensant pouvoir séjourner à l'hôtel ou louer un appartement de luxe. Mais on ne peut pas louer un appartement avec un compte en banque gelé. J'ai regardé les portes de sortie du terminal. Finalement, je les ai vus. Ils avaient l'air petits. De loin, ils ressemblaient juste à deux personnes d'âge moyen se disputant sous la pluie. Richard agitait les bras. Ma mère pleurait. Elle tenait son téléphone, tapant frénétiquement dessus. Ils attendaient un Uber, mais l'application ne fonctionnait pas parce que la carte qui y était liée était gelée. J'ai baissé ma vitre, juste une fente. L'air était froid.
J'ai regardé Richard donner un coup de pied dans sa valise. Il regardait autour de lui, paniqué. Il cherchait quelqu'un à blâmer. Il criait sur ma mère. Je pouvais voir sa bouche bouger. Appelle-la. Rappelle-la. Il voulait qu'elle m'appelle. Il voulait que je vienne les sauver. Il voulait que j'utilise mon petit salaire d'ingénieur pour payer son taxi. J'ai mis ma voiture en marche arrière. Je ne suis pas allé les chercher. Je n'ai pas fait de signe. J'ai quitté la place de parking et j'ai roulé vers la sortie. En payant le parking avec ma propre carte de débit valide et fonctionnelle, j'ai vu une voiture de police passer en trompe devant moi en direction du terminal. Puis une autre, puis une troisième. L'inspecteur n'avait pas attendu qu'ils rentrent chez eux. Il savait qu'ils présentaient un risque de fuite. Il savait que Richard avait des relations en Europe. Je me suis garé sur le côté de la route d'accès. J'avais une vue dégagée sur la zone de dépose minute. Les voitures de police se sont arrêtées devant Richard et ma mère. J'ai vu les officiers sortir. Je les ai vus s'approcher de Richard. J'ai vu Richard reculer. Il a essayé de bomber le torse. Il a essayé d'utiliser sa voix de « Je suis un homme blanc riche ». Je pouvais le deviner à sa posture. Il montrait sa montre. Il disait probablement « Savez-vous qui je suis ?» L'officier se fichait de qui il était. Il a attrapé le bras de Richard. Richard s'est débattu. C'était une erreur. 2 officiers l'ont plaqué. Ils l'ont poussé contre le capot de la voiture de police. Ma mère a crié. J'ai vu ses mains voler à sa bouche. Elle a laissé tomber son sac à main. Ils l'ont menotté. Ils l'ont mis à l'arrière de la voiture. Ma mère se tenait là, seule sous la pluie, à côté de 4 valises. Un officier lui parlait. Elle avait l'air perdue. Elle ressemblait à une enfant. J'ai regardé encore 1 minute. Puis je suis parti. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. Cette fois, j'ai répondu. Amélie. Elle sanglotait. Elle était hystérique. Amélie, tu dois venir. La police a emmené Richard. Ils l'ont emmené. Ils ont dit que c'est pour fraude. Ils ont dit. Oh mon Dieu, Amélie, ils ont dit qu'il a volé de l'argent. Je sais, ai-je dit. Ma voix était calme. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Les sanglots se sont arrêtés 1 seconde. Tu savais. C'est moi qui les ai appelés, maman, ai-je dit. Quoi? C'est moi qui les ai appelés. J'ai signalé la fraude. Je leur ai donné les preuves. Comment as-tu pu, a-t-elle hurlé. C'est ton père. Enfin, ton beau-père. Il nous aime. C'est une erreur. Il a imité ma signature, maman. Il a vendu ma maison. Il m'a volé un demi-million d'euros. Ce n'est pas de l'amour. C'est un crime. Mais il allait le rembourser, a-t-elle plaidé. Il m'a dit qu'il avait une affaire qui allait se conclure. Il a menti. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a que la prison. Amélie, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Je suis à l'aéroport. Je n'ai pas d'argent. Mes cartes ne fonctionnent pas, viens me chercher, s'il te plaît. J'ai serré le volant. C'était la partie la plus difficile. C'était ma mère. Elle m'avait élevé. Mais elle l'avait aussi regardé vendre ma maison sans rien faire. Elle était partie en Italie. Elle m'avait dit de ne pas être dramatique. Je ne peux pas venir te chercher, maman, ai-je dit. Quoi? Pourquoi? Parce que je suis au travail, ai-je menti. Et je n'ai pas une voiture assez grande pour tous tes bagages. Tu devrais appeler un taxi. Oh, attends. Tu ne peux pas, Amélie. Appelle oncle David, ai-je dit. Peut-être qu'il t'aidera, mais j'en doute. Amélie, ne fais pas ça. Tu m'as abandonné. Tu es montée dans un avion et tu m'as laissé sans abri. Maintenant tu sais ce que ça fait. J'ai raccroché le téléphone. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas heureuse. J'avais mal au ventre. Mais je me sentais aussi propre. Pour la première fois en 10 ans, je ne portais pas leur poids. Je ne réparais pas leurs erreurs. Je suis retourné au motel. J'ai pris une douche chaude. J'ai lavé la crasse de l'aéroport de ma peau.
Je me suis assise sur le lit et j'ai allumé les informations locales. 1 heure plus tard, c'était là, un bandeau d'informations de dernière minute. Homme d'affaires local arrêté à l'aéroport dans une importante affaire de fraude immobilière. Ils ont montré une photo de Richard. C'était sa photo de profil LinkedIn. Il souriait, l'air confiant. Puis ils ont montré des images de l'aéroport. Quelqu'un avait filmé avec son téléphone. On voyait Richard être poussé dans la voiture de police, l'air mouillé, débraillé et terrifié. J'ai regardé la vidéo 3 fois. La justice est une chose étrange. Elle ne répare pas le passé. Elle ne me rend pas ma maison instantanément, mais elle arrête l'hémorragie. Richard était dans une cellule. Il ne pouvait plus me faire de mal. Les semaines suivantes furent un ouragan juridique. Oncle David avait raison. Une fois Richard en détention, tout s'est effondré. Samuel m'a représenté. Il a été brillant. Il a immédiatement déposé une requête pour annuler la vente de ma maison. Parce que l'acte avait été signé avec un faux, la vente était nulle et non avenue, invalide depuis le début. La pauvre famille qui l'avait achetée, un couple sympathique avec un bébé, était dévastée. Ils ont dû déménager. Je me sentais vraiment mal pour eux. Vraiment. Mais c'était ma maison. Richard leur avait vendu un bien volé. Leur compagnie d'assurance titre a dû les rembourser, et ils ont également poursuivi la succession de Richard. La libération sous caution de Richard a été refusée. Le juge a examiné les preuves, le vol vers l'Italie, les comptes à l'étranger, les documents falsifiés, et l'a déclaré à haut risque de fuite. Monsieur Leclerc, a dit le juge lors de l'audience de mise en examen, vous avez fait preuve d'un profond manque de respect pour la loi et pour votre propre famille. J'étais là, dans la salle d'audience. J'étais assise au dernier rang. Richard est entré, vêtu d'une combinaison orange. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Son bronzage s'était estompé. Ses cheveux étaient gris et en désordre car il ne pouvait pas les teindre en prison. Il avait l'air petit. Il a balayé la salle du regard. Il a vu ma mère assise au premier rang, en pleurs. Puis il m'a vu. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air désespéré. Il a articulé le mot « s'il te plaît ». Je l'ai regardé. J'ai gardé mon visage complètement vide. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'étais juste témoin. Je me suis souvenu de lui jetant mes livres dans le carton. Je me suis souvenu de lui me traitant d'égoïste. Je me suis souvenu de lui riant quand je demandais ma clé. J'ai tourné la tête et j'ai regardé le juge. Ma mère était une autre histoire. Elle n'a pas été inculpée. La police a déterminé qu'elle était volontairement ignorante, mais pas une participante active à la fraude. Elle n'avait pas signé les papiers. Elle avait juste cru ses mensonges. Mais elle était fauchée. Le gouvernement a saisi tout ce que Richard possédait pour rembourser les dettes et l'argent volé. Ils ont pris sa voiture. Ils ont pris ses investissements. Ma mère est venue me voir au motel. J'y séjournais encore pendant que la procédure légale sur la maison était finalisée. Elle a frappé à la porte. Elle avait une mine affreuse. Elle portait de vieux vêtements. Elle ressemblait à la femme qu'elle était avant de rencontrer Richard. Fatiguée, usée, en difficulté. Amélie, a-t-elle dit. Je l'ai laissée entrer. Je ne lui ai pas offert de siège. J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit doucement. Samuel m'a aidé à trouver un avocat. Bien, ai-je dit. Je ne savais pas, Amélie, tu dois me croire. Je ne savais pas qu'il avait imité ta signature. Il m'a dit que tu l'avais signé. Il m'a dit que tu étais d'accord, mais que tu faisais juste des difficultés pour le déménagement. Et tu l'as cru. Tu as cru que je vendrais la maison de mes rêves, la maison que j'ai construite, pour financer tes vacances. Est-ce que ça me ressemble? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je voulais le croire. Il m'avait promis une belle vie. Il m'avait promis que je n'aurais plus à m'inquiéter de l'argent. Alors tu l'as laissé me sacrifier. Tu l'as laissé dévorer son propre petit pour se nourrir. Je suis désolé, a-t-elle pleuré. Je suis tellement désolé. Je suis chez ta tante en ce moment. Je n'ai rien. Les comptes sont gelés. Je dois trouver un travail. Tu devrais trouver un travail, ai-je dit. Le travail te fera du bien. Est-ce que...
Est-ce que je peux venir habiter avec toi quand tu récupéreras la maison? La question est restée en suspens. C'était le moment, le point de bascule. L'ancienne Amélie aurait dit oui. L'ancienne Amélie aurait voulu s'occuper de sa maman. L'ancienne Amélie aurait voulu arranger les choses. Mais j'ai regardé cette femme. Je l'aimais, mais je ne pouvais pas lui faire confiance. Elle avait choisi un homme plutôt que sa fille. Elle m'avait regardé saigner et m'avait dit de me taire. Non, ai-je dit. Elle a eu l'air choquée. Quoi? Non, ai-je répété. Tu ne peux pas vivre avec moi. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de guérir et je ne peux pas guérir si tu es là à me le rappeler. Mais je suis ta mère. Et je suis ta fille. Et tu m'as abandonné. Tu peux venir en visite. On peut prendre un café. Mais tu ne peux pas vivre dans ma maison. Elle a pleuré. Elle a supplié, mais je suis resté ferme. Tu dois apprendre à te débrouiller toute seule, maman. Comme je l'ai fait. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris une profonde inspiration. Ça faisait mal. Ça faisait un mal de chien, mais c'était une douleur saine. C'était la douleur d'un os qui se remet correctement au lieu de la douleur d'un membre cassé qui ne guérit jamais. 2 jours plus tard, Samuel m'a appelé. Bonne nouvelle. Le titre de propriété est purgé. Le juge a signé l'ordonnance. La maison est de nouveau à toi. Tu peux y retourner demain. Je suis allé à la maison. Le panneau vendu avait disparu. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes. Les fenêtres étaient sales. J'ai monté les marches. J'ai mis ma clé dans la serrure. Elle a tourné. J'ai poussé la porte. C'était vide. Mes meubles étaient toujours au garde-meuble. La maison résonnait. J'ai marché jusqu'au centre du salon. Je me suis allongé sur le sol. J'ai regardé le plafond. C'était à moi. Richard était dans une cellule. Ma mère était chez sa sœur. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. J'avais défendu mon territoire. J'avais repoussé les envahisseurs. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi, là, sur le sol. 6 mois plus tard. Le procès pénal a été court. Richard a plaidé coupable. Il a accepté une négociation de peine pour éviter une condamnation de 20 ans. Il a écopé de 8 ans de prison pour fraude par virement et usurpation d'identité aggravée. Je ne suis pas allé au prononcé de la sentence. Je n'avais pas besoin de le voir. Oncle David y est allé. Il m'a dit que Richard avait pleuré quand le marteau du juge est tombé. J'ai récupéré mon argent. Enfin, la majeure partie. Le tribunal a ordonné une restitution. Ils ont liquidé les actifs restants de Richard. Ça a pris du temps, mais le capital a été restauré. Mais j'ai pris une décision. Je ne voulais plus de la maison. J'ai essayé d'y vivre pendant quelques semaines. Mais chaque fois que j'entrais dans la cuisine, je voyais Richard emballer mes livres. Chaque fois que je regardais l'allée, je voyais le panneau vendu. La maison était souillée. Ce n'était plus mon sanctuaire. C'était une scène de crime. Alors je l'ai vendue. Je l'ai vendue selon mes propres conditions. J'ai engagé un agent immobilier que j'appréciais. Je l'ai mise en scène. J'en ai obtenu un excellent prix. Le marché avait augmenté. J'ai pris cet argent, plus l'argent de la restitution, et j'ai acheté un terrain, 4 hectares juste à l'extérieur de la ville. Il y a un ruisseau. Il y a de grands chênes. Il y a le silence. J'ai conçu une nouvelle maison. Je suis ingénieur en structure, après tout. Je l'ai construite de A à Z. J'ai coulé les fondations moi-même. J'ai monté les murs. Cette maison a des poutres en acier. Elle est en béton armé. Elle est construite pour résister à un ouragan. Elle est construite pour résister à tout. J'ai une chambre d'amis, mais c'est surtout pour oncle David quand il vient me rendre visite. Il vient le dimanche pour regarder le match de foot. Nous ne parlons pas de Richard. Nous mangeons juste des chips et nous crions devant la télé. Ma mère travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle vit dans un petit appartement. Nous nous parlons une fois par semaine. C'est poli. Elle essaie. Elle s'excuse beaucoup. J'accepte ses excuses,
mais je n'ouvre pas complètement la porte. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois qu'il est brisé, on peut le recoller, mais on voit toujours les fissures. Je vois les fissures. Et ce n'est pas grave. Je fréquente de nouveau quelqu'un. Un type sympa qui s'appelle Marc. Il est architecte paysagiste. Il connaît mon passé. Il sait que j'ai des problèmes de confiance. Il est patient. Il n'essaie pas de me contrôler. Il ne me demande pas d'argent. La semaine dernière, nous étions assis sur la terrasse arrière de ma nouvelle maison. Le soleil se couchait. Le ciel était violet et or. Tu as construit une forteresse, a dit Marc, en regardant les épais murs de pierre de ma maison. J'ai construit un foyer, l'ai-je corrigé. Ça a l'air solide, a-t-il dit. C'est le but, ai-je répondu. J'ai siroté mon thé. J'ai pensé à la fille que j'étais il y a 1 an. La fille qui avait peur de son beau-père, la fille qui se laissait intimider. Elle avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui savait exactement ce qu'elle valait. Une femme qui savait que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, ce sont les gens qui sont à vos côtés quand la maison brûle. Pas ceux qui allument l'allumette. Je ne suis pas une victime. J'ai été ciblé. J'ai été attaqué. J'ai été trahi. Mais j'ai gagné. Richard a volé ma maison. Il a volé ma sécurité. Il a essayé de voler mon avenir. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que parce que j'étais une femme, parce que j'étais silencieuse, parce que j'étais de la famille, j'allais simplement me laisser faire. Il avait tort. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu avec mes poings. Je me suis battu avec des papiers. Je me suis battu avec des faits. J'ai démantelé toute sa vie, un relevé bancaire à la fois. Il y a des gens qui pensent avoir droit à votre travail acharné. Ce sont peut-être vos amis. Ce sont peut-être vos partenaires. Ce sont peut-être même vos parents. Ils vous diront que vous leur devez quelque chose. Ils vous traiteront d'égoïste parce que vous voulez garder ce que vous avez gagné. Ne les écoutez pas. Votre vie vous appartient. Votre paix vous appartient. Et si quelqu'un essaie de vous la prendre, vous avez parfaitement le droit de réduire son monde en cendres pour la récupérer. Je m'appelle Amélie Dubois. Je suis une ingénieure en structure et je suis toujours debout.